Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous mais ma réponse l'a laissée sans voix et a tout changé à tout jamais. L'histoire d'aujourd'hui ne commence pas par des cris, ni par des larmes, mais par quelque chose de bien plus glacial. Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous. Mais ce que je lui ai répondu, c'est à ce moment-là que son monde s'est fissuré. Elle pliait le linge quand elle me l'a dit, sans même me regarder. Une main sur un t-shirt froissé, l'autre glissant sur l'écran de son téléphone. Et puis, comme si elle commentait la météo, elle l'a lâché. Je sors avec quelqu'un demain. Les mots ne sont pas tombés comme un coup de tonnerre. Ils se sont glissés sous la porte, silencieux et venimeux. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté à regarder la façon dont elle pinçait les coins de la serviette qu'elle pliait. Cette même serviette que j'avais utilisée la veille, celle à côté de laquelle elle était passée dans la salle de bain sans dire un mot. « Tu m'as entendu ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. J'avais la gorge trop serrée pour parler. C'était son style, ces derniers temps. Lancer des bombes et puis continuer comme si de rien n'était. Prétendre qu'elle n'était pas en train de réorganiser toute la structure de nos vies tout en continuant d'utiliser le même panier à linge que nous avions depuis notre liste de mariage. Je me suis assis sur le bord du lit. « Qui est-ce » ai-je demandé, non pas parce que je voulais le savoir, mais parce que je ne pouvais pas m'en empêcher. Elle a ri. Elle a ri. « C'est ça que tu veux demander ? Pas pourquoi, pas depuis quand, juste qui ? » Elle a gloussé comme si elle avait le contrôle. Comme si c'était son spectacle et que je n'étais qu'un simple figurant confus. Je n'ai pas répondu. Je l'observais, elle, pas ses mots, mais son langage corporel, le nouveau parfum, les cheveux bouclés, la façon dont elle s'était verni les ongles de cette couleur qu'elle disait autrefois trop voyante pour elle. Ce n'était pas spontané. Ça avait été préparé, planifié, répété. Je n'avais plus aucune idée de qui elle était. Elle s'est approchée du miroir, s'inspectant comme si elle ne parlait pas à l'homme qui l'avait soutenue à travers 3 pertes d'emploi, un enterrement et ce terrible Noël où sa mère lui avait dit qu'elle était un échec. Comme si, d'une certaine manière, je n'étais déjà plus là. Mais cette fois, je n'ai pas supplié. Je ne me suis pas disputé. Je me suis simplement levé et j'ai prononcé la seule phrase à laquelle je savais qu'elle n'était pas préparée. Et quand je l'ai dite, elle a arrêté de plier le linge. Elle a arrêté de sourire. Elle a tout arrêté, parce que ce que j'ai dit ne venait pas de la colère. Ça venait d'un sentiment définitif. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait rire à nouveau. Mais quelque chose dans ma façon de me tenir là a dû changer l'énergie de la pièce. Je ne criais pas. Je ne suppliais pas. Je ne lançais pas d'accusations. J'en avais simplement fini. Ce genre de silence n'est pas vide. Il est lourd de sens, et elle l'a senti pour la première fois depuis des années. Peut-être qu'elle m'a vraiment regardé, comme si elle réalisait que je n'étais pas le paillasson sur lequel elle s'essuyait les pieds. Je n'étais pas le type qui attendrait toujours avec le dîner et des excuses. J'étais un homme au bord de quelque chose, et ce quelque chose, ce n'était pas elle. « Tu ne veux même pas essayer de m'arrêter, n'est-ce pas » a-t-elle demandé, sa voix soudainement plus fluette. La voilà, la fissure. L'endroit par où s'infiltre la culpabilité quand la confiance commence à pourrir. Elle s'attendait à une dispute, parce que c'est ce que nous étions devenus. Des schémas. Elle pousse. J'encaisse. Elle dévie. Je justifie. Elle insulte. Je me blâme. Mais ce jour-là, c'était différent. Tu m'as déjà quitté, Ramona, ai-je dit doucement. La première fois que je prononçais son nom de toute la semaine. Ça, c'est juste toi qui me le dis enfin à voix haute. Ça l'a arrêté net. Elle s'est retournée, les bras croisés, s'appuyant sur la commode comme si elle se préparait à quelque chose de plus lourd que prévu. Et alors ? Ça te va comme ça ? Ça ne me va pas, ai-je dit. Ça ne me va pas depuis très longtemps. Tu ne t'en es juste pas rendu compte. Ou peut-être que si, et que tu t'en fichais. Elle a cligné des yeux. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait pleurer, mais non. Elle a levé les yeux au ciel et s'est détournée, mais pas sans que je voie la façon dont sa main se serrait contre son flanc. Je n'avais pas besoin de larmes. Ce petit tic me disait tout. Je l'avais atteinte, pas par cruauté,
pas avec du venin, mais avec un miroir. Tu veux savoir ce que j'ai réalisé hier soir? Ai-je dit lentement. Tu as cessé de m'aimer bien avant que j'aie cessé de me reconnaître moi-même. La pièce a soudain semblé plus petite, comme si les murs se penchaient. Le silence qui a suivi n'était pas gênant. Il était bruyant. Je pouvais entendre les battements de son cœur dedans. Les miens aussi. J'avais répété ces mots toute la nuit, mais maintenant qu'ils étaient sortis, je ne ressentais aucun soulagement. Je me sentais plus vide que jamais, mais pas faible. Juste, fini. Ramona s'est retournée, les bras toujours fermement croisés. Tu es mélodramatique, a-t-elle murmuré. J'ai failli rire. Mélodramatique? J'avais ravalé mes émotions depuis si longtemps qu'elles avaient probablement déjà un nom et un code postal. Je m'étais fait tout petit pour tenir dans une vie qui n'avait plus de place pour moi. Et maintenant que je disais enfin quelque chose, j'étais mélodramatique. Je n'ai pas pris la peine de répondre. À la place, j'ai marché vers le tiroir où je gardais ses bijoux et j'ai pris le bracelet que je lui avais offert pour notre 5e anniversaire, celui qu'elle portait tous les jours mais qu'elle n'avait pas touché depuis presque un an. Je le lui ai tendu. Prends-le, ai-je dit. Tu voudras être belle pour ton rendez-vous, non? Elle a fixé le bracelet comme s'il lui brûlait la main. Son expression est passée de l'arrogance à l'incertitude, puis à quelque chose qui ressemblait à du regret. Je ne saurais le dire, mais elle ne l'a pas pris. Elle est restée là, figée, comme si elle réalisait enfin que ce n'était pas un jeu qu'elle pouvait gagner. J'ai déposé doucement le bracelet. Je ne t'arrêterai pas, ai-je dit, d'une voix basse et ferme. Mais je ne serai pas là non plus à attendre quand tu reviendras. Puis je suis sorti de la chambre. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fait de valise. Je suis simplement sorti de la chambre à coucher pour entrer dans le salon, où tout était encore pareil, mais où plus rien n'avait le même goût. Je me suis assis sur le canapé, j'ai pris la télécommande et j'ai mis la télévision en sourdine sans l'allumer. 1 minute a passé, peut-être 10, puis j'ai entendu ses pas derrière moi, mais elle n'a pas parlé. Elle n'a rien dit parce que, pour une fois, elle ne savait pas quoi dire. Je ne me suis pas retourné quand elle s'est tenue derrière moi. Je ne lui ai rien demandé. Je suis juste resté assis là, les épaules lourdes, les yeux fixés sur l'écran sombre de la télévision, regardant mon propre fantôme s'y refléter. Pendant des années, je l'avais attendu, je m'étais adapté à ses humeurs, j'avais marché sur la pointe des pieds dans notre maison comme un invité, craignant de dépasser les bornes. Mais pas ce soir-là. Ce soir-là, le silence était à moi, et je l'ai laissé s'étendre. Finalement, elle a parlé, à peine plus fort qu'un murmure. Tu ne vas vraiment pas demander qui c'est. J'ai eu envie de rire, non pas parce que c'était drôle, mais à cause de l'insignifiance de cette question par rapport à l'avalanche qu'elle m'avait lancée. Comme si l'important était l'identité de la blessure, et non la trahison. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai laissé mariner. Je l'ai laissé s'agiter nerveusement. Je l'ai laissé sentir le poids de ce qu'elle demandait. Puis je l'ai dit sans ciller. Non, ça ne m'intéresse pas de connaître le type qui pense que c'est normal de sortir avec quelqu'un qui vit encore avec son mari. Je l'ai entendu bouger, probablement les bras croisés à nouveau, la mâchoire serrée, la même posture défensive qu'elle adoptait quand elle savait qu'elle avait tort mais ne pouvait pas l'admettre. Elle détestait l'inconfort. C'est le problème avec les gens comme Ramona. Ils adorent l'étincelle de la rébellion, mais ne supportent pas la brûlure qui s'ensuit. Ils réécrivent les règles quand ça les arrange, puis font semblant d'être surpris quand quelqu'un refuse de continuer à jouer. Je n'avais pas prévu que ça arrive, a-t-elle marmonné. Je ne m'étais toujours pas retourné. Elle mentait peut-être. Ou peut-être qu'elle y croyait, ce qui était pire. J'ai juste connecté avec quelqu'un. Ça a semblé facile, comme c'était le cas entre nous avant. Ça a fait plus mal que tout le reste jusqu'à présent. Elle me comparait, notre mariage, à une connexion fortuite avec un étranger. Un flirt déguisé en destin. Comme si tout ce que nous avions construit n'était que les petits trous pour sa prochaine vibe. Je me suis levé, pas vite, pas agressivement, juste assez pour enfin lui faire face. Ses yeux ont dévié au moment où les miens ont croisé les siens. Ça, c'était nouveau. Facile? Ai-je demandé doucement. Bien sûr que c'est facile. Vous ne vous connaissez pas.
Il ne sait pas que tu es resté insensible pendant 2 mois après la mort de ton père. Il ne sait pas que tu détestes les mardis sans raison, ou comment tu pars en vrille quand tu te sens ignoré. Il ne connaît pas les heures que j'ai passées à te serrer dans mes bras quand tu ne pouvais même pas dire ce qui n'allait pas. Bien sûr que ça semble facile. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la nouveauté. Elle a ouvert la bouche, mais l'a refermée. Ses doigts se sont crispés sur l'ourlet de sa manche comme un enfant pris en train de voler. C'est qui j'étais qui me manque, dit-elle soudain, la voix se brisant un peu. J'ai fait un pas en avant. Alors tu aurais dû demander de l'aide. Pas un nouvel homme. Silence à nouveau. Ce silence étouffant et interminable. Puis, comme si elle pensait pouvoir reprendre le pouvoir, elle a dit la seule chose qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'y vais quand même demain. Mon souffle s'est coupé, mais je n'ai rien laissé paraître. J'ai hoché la tête une fois et j'ai reculé. Tu trouveras ce que tu cherches, ai-je dit doucement. Juste pas ici. Et sur ce, je suis entré dans la chambre d'amis, un endroit où je n'avais pas dormi depuis que ma mère était restée il y a 2 étés. Les draps étaient encore couverts de fleurs délavées. Je me suis allongé tout habillé, les bras croisés sur ma poitrine comme si je me préparais à un impact. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Il n'y avait plus rien à verser. Juste une douleur lente et amère qui s'enfonçait plus profondément à mesure que je restais là. Derrière le mur mince, je pouvais l'entendre bouger dans notre chambre. Je l'imaginais se brosser les cheveux, s'hydrater la peau, faire tous les petits rituels d'avant-sommeil qu'elle ne sautait jamais. Mais cette fois, elle les faisait en sachant que demain, elle se réveillerait pour me trahir avec un sourire, intentionnellement. Et le pire, c'est qu'elle pensait que je serais encore là à son retour. Le matin est arrivé avec cette lumière grise et froide qui fait que tout semble dépouillé de couleur. Je n'ai pas dormi. Pas vraiment. Mon corps s'est reposé, mais mon esprit a rejoué chaque version de la conversation que nous aurions pu avoir. Les versions où je criais. Les versions où je suppliais. Les versions où je faisais semblant que tout allait bien juste pour garder la paix. Mais je n'ai choisi aucune de celles-là. J'ai choisi le silence. J'ai choisi la clarté. Et maintenant? Maintenant, elle se préparait pour un rendez-vous alors qu'elle partageait encore un prêt immobilier avec l'homme qu'elle appelait autrefois son meilleur ami. Je l'ai entendu faire du café dans la cuisine. Elle ne faisait jamais le café en premier. C'était toujours mon truc, un rituel silencieux qui, d'une manière ou d'une autre, me donnait le sentiment d'être utile. Comme si, peu importe à quel point les choses étaient tendues, je pouvais au moins lui réchauffer sa tasse. Je ne lui ai jamais dit, mais je faisais toujours le sien un peu plus fort, comme elle l'aimait. Aujourd'hui, elle a fait le sien. Probablement plus fort. Probablement dans une nouvelle tasse. Je suis resté dans la chambre d'amis jusqu'à ce qu'elle parte travailler. J'ai attendu que la porte se referme, que le bruit du moteur de sa voiture s'estompe, puis je me suis levé. Je n'ai pas mangé. Je ne me suis pas douché. J'ai simplement marché dans la maison, touchant les objets comme s'ils appartenaient à un souvenir plutôt qu'à moi. Les photos encadrées que nous avions cessé de mettre à jour. L'étagère qu'elle n'utilisait jamais mais qu'elle jurait avoir besoin. La lampe qui, selon elle, rendait notre salon plein d'espoir. J'ai eu envie de la briser. Je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas du genre à tout casser. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre d'adieu, pas une confession, une demande de mutation. Je travaillais à distance pour une entreprise avec des bureaux dans 3 États. Il y avait un poste vacant dans le Vermont. Froid, calme, inconnu. Ça semblait parfait. J'ai appelé mon ami Warren, le seul type qui était resté à mes côtés pendant mes études et qui avait eu l'honneur malheureux de me voir m'effondrer en temps réel ces derniers mois. Il ne m'a même pas laissé finir ma phrase. J'ai une chambre au-dessus du garage, a-t-il dit. C'est pas joli, mais il y a un verrou. Viens quand tu veux. J'ai dit que je lui ferais savoir, mais nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Les heures suivantes se sont écoulées comme dans de la mélasse. J'ai regardé l'horloge si souvent que j'avais l'impression que le temps lui-même se moquait de moi. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer ce qu'elle porterait. Si elle se changerait dans la voiture, si elle serait nerveuse, excitée. Lui a-t-elle dit qu'elle avait un mari? A-t-elle dit que nous étions séparés?
A-t-elle même mentionné mon nom? Je détestais que ça m'importe encore, mais c'était le cas. À 17h41, elle est rentrée. Je ne m'y attendais pas. Elle est entrée comme si de rien n'était, a posé son sac, a enlevé ses talons, et passé devant la pièce où j'étais, sans même jeter un coup d'œil à l'intérieur, et s'est dirigée directement vers la chambre. Elle fredonnait. Je pensais que le rendez-vous était ce soir. J'avais raison. À 18h12, elle est ressortie, complètement transformée, nouvelle robe, maquillage impeccable, cheveux bouclés, coiffée d'une manière qu'elle n'avait pas pris la peine de faire depuis des années, et un parfum assez fort pour annoncer une réinvention. Elle s'est plantée devant le miroir du couloir, ajustant ses boucles d'oreilles, faisant la moue à son propre reflet comme si elle auditionnait pour une nouvelle vie. Elle ne savait pas que je l'observais depuis le seuil de la porte. « Tu vas quelque part ?» ai-je demandé, d'une voix calme. Elle a sursauté, se retournant comme une enfant prise en train de faire le mur. Son visage, je ne l'oublierai jamais. Elle a cligné des yeux. Un moment de culpabilité. Puis la défense, puis l'arrogance. Je te l'ai dit. J'ai des projets. Tu es belle, ai-je dit. Et je le pensais. C'est étrange, cependant. Tu ne fais jamais autant d'efforts pour nos anniversaires. Sa mâchoire s'est crispée. C'est différent. C'est vrai, ai-je dit. Tu te fais belle pour impressionner quelqu'un qui se fiche d'être le méchant. Elle a levé les yeux au ciel et a attrapé son sac. Ne fais pas ça maintenant, Neil. Ne fais pas de scène. Tu as dit que tu ne m'arrêterais pas. Et je ne le ferai pas, ai-je répondu en reculant. Je ne t'arrête pas. Je te préviens. Elle s'est figée à mi-chemin. Après ce soir, ai-je dit, tout change. Quand tu rentreras, cette maison ne sera plus la même. Je ne serai plus le même. Et ce que tu poursuis là dehors, ai-je vaguement désigné la porte d'entrée, ne comblera pas ce que tu fuis. Elle m'a regardé, puis m'a vraiment regardé, et pendant une fraction de seconde, ses yeux ont brillé. Mais elle l'a dissimulé en clignant des yeux. Je suis en retard, dit-elle en me dépassant. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Je suis resté dans le couloir, l'odeur de son parfum encore épaisse dans l'air, et j'ai laissé le silence m'envelopper comme une seconde peau. Ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était le démantèlement lent et précis d'une vie. Et ce n'était pas encore fini. Je n'ai pas bougé après que la porte se soit refermée. Je suis resté là, à écouter le bourdonnement silencieux du plafonnier et le léger craquement du parquet qui s'affaissait sous mes pieds. Tout dans la maison semblait plus mince, d'une certaine manière, comme si la réalité elle-même commençait à se détacher. J'ai marché jusqu'au canapé, je me suis assis lentement et j'ai regardé le mur d'en face. Il n'y avait rien dessus, pas de photos, pas de décoration, juste un espace blanc que nous avions toujours eu l'intention de remplir. Cet espace blanc, d'une certaine manière, me semblait être la métaphore parfaite de tout ce que nous étions devenus, elle et moi. Le temps a passé, mais je ne saurais dire combien. Ça aurait pu être 20 minutes. Ça aurait pu être 2 heures. Mon téléphone s'est allumé une fois sur la table basse, une notification de notre calendrier partagé. Dîner avec Nina. J'ai fixé le nom, me demandant si c'était avec elle qu'elle était. Nina. Ou peut-être que c'était juste le nom de code qu'elle utilisait. Peut-être que je ne le saurais jamais. Finalement, je me suis levé et j'ai marché vers la chambre, notre chambre, et j'ai ouvert l'armoire. Je n'ai pas fait ma valise. Pas encore. Je suis resté là, les doigts parcourant les cintres, les chemises que je n'avais pas portées depuis des mois. Certaines avaient encore la légère odeur de sa lessive. Ce stupide parfum floral que je n'ai jamais aimé mais dont je ne me suis jamais plaint. J'ai vu la chemise à boutons bleus foncés qui, selon elle, me donnait toujours l'air présentable. Elle le disait avec un sourire. Dernièrement, elle le disait comme si elle faisait une œuvre de charité. Je l'ai sortie du cintre et l'ai jetée sur le lit, pas pour la porter, juste pour ressentir quelque chose. Je me suis assis à côté, frottant le tissu avec ma main, et pendant une seconde, j'ai imaginé que j'étais encore dans une vie qui avait du sens. Mais alors mon regard a attrapé quelque chose dans le tiroir de la table de chevet. Une carte. Une de ces cartes d'anniversaire génériques avec des paillettes et des cœurs et des mots vides imprimés par une machine. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, son écriture d'il y a 3 ans.
Tu ne sauras jamais à quel point je me sens en sécurité avec toi. Je l'ai refermée rapidement, comme si elle avait des dents. Cette version d'elle était morte. Ou peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé. J'ai repris mon ordinateur portable. Cette fois, je n'ai pas seulement cherché des offres d'emploi ou des appartements dans les coins enneigés du Vermont. J'ai ouvert un document vierge. J'ai tapé une phrase que je n'aurais jamais pensé écrire. Ceci est ma notification formelle. Je ne ferai plus partie d'un mariage construit sur des ombres. Je l'ai regardé, l'ai relu, puis j'ai appuyé sur l'imprimer. Ce morceau de papier est sorti de l'imprimante comme un verdict. Je l'ai plié lentement, l'ai glissé dans une enveloppe et l'ai laissé de son côté du lit, juste sur l'oreiller où elle avait l'habitude de reposer sa tête avant de me tourner le dos nuit après nuit. Je ne l'ai pas signé avec colère. Je n'ai pas écrit de post-scriptum amer, juste la vérité. C'était tout ce qu'il me restait. Vers minuit, des phares ont éclairé la fenêtre. Elle était de retour. Je n'ai pas sursauté. Je ne me suis pas précipité. Je me suis juste assis dans la cuisine et j'ai attendu. Elle a franchi la porte avec un faux bâillement, comme si elle venait de voir un long film. Ses talons ont claqué doucement sur le sol. Elle ne s'attendait pas à me voir assis là dans le noir, avec seulement la lumière du réfrigérateur pour m'éclairer. « Oh, dit-elle, surprise. Je ne pensais pas que tu serais encore réveillé. » Je n'ai rien dit. Elle a enlevé ses boucles d'oreilles et les a jetées dans la coupelle à côté des clés. Décontractée, nonchalante, comme si elle n'avait pas quitté notre vie quelques heures plus tôt. Comme si elle n'avait pas volontairement échangé la loyauté contre une émotion passagère. « Tu ne veux pas savoir comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé, souriant à moitié, comme si c'était un jeu. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Le mascara légèrement bavé au coin de son œil. Le rouge à lèvres estompé. Les cheveux toujours bouclés, mais ses épaules étaient maintenant tendues. L'éclat avait disparu. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu du regret. Pas assez pour changer quoi que ce soit, mais assez pour montrer qu'elle avait senti le coup. Non, ai-je finalement dit, ça ne m'intéresse pas de savoir comment s'est passée ta soirée. Mais je t'ai laissé quelque chose sur le lit. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que c'est ? Juste la vérité, ai-je dit. Par écrit. Elle a penché la tête, confuse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu verras. Elle est restée là une seconde, figée sur un seuil entre deux vies, celle qu'elle a abandonnée et celle qu'elle croyait vouloir. Puis elle s'est dirigée vers la chambre. Je suis resté dans la cuisine, fixant ma tasse de café. Il y avait encore la marque d'hier au fond. Je ne l'ai pas nettoyée. Je n'allais pas le faire. 5 minutes ont passé. Peut-être plus. Puis j'ai entendu sa voix. Plate, distante. Neil ? Je n'ai pas répondu. C'est sérieux ? Je me suis levé lentement et j'ai marché jusqu'au seuil de la porte, m'arrêtant juste à l'extérieur de la chambre. J'ai pensé chaque mot, ai-je dit. Tu as eu ton rendez-vous. J'espère que ça valait ce qui va suivre. Et puis je me suis retourné parce que, pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme un paillasson. Je me sentais comme un homme qui quittait enfin un navire en train de sombrer avant qu'il ne l'entraîne avec lui. Elle n'est pas sortie de la chambre pendant un moment. Je suis resté dans le salon, les lumières éteintes, à écouter le craquement occasionnel du plancher pendant qu'elle faisait les 100 pas. Je pouvais presque l'imaginer agrippant ce morceau de papier plié, le lisant 3 fois, vérifiant la signature à la fin comme si elle s'attendait à y trouver une blague ou une condition. Mais il n'y en avait aucune. Pas de monologue dramatique, pas de liste de ses échecs, pas de supplication pour qu'elle change, juste une décision claire et finale, une ligne silencieuse tracée à l'encre permanente. À un moment donné, elle a cessé de bouger. Le silence qui a suivi m'a semblé plus lourd que tout ce que nous nous étions jamais crié. Et c'est peu dire, car nous avons une autre lot de disputes explosives sur les factures, sa froideur, mon prétendu besoin émotionnel, qu'elle a souvent utilisé comme une arme au cours de la dernière année, comme si ressentir quelque chose était un défaut honteux. Mais maintenant, elle n'avait rien à me jeter à la figure. Je n'avais pas élevé la voix. Je ne lui avais même pas demandé de ne pas y aller. Je l'avais simplement laissé faire. Et ça, apparemment, l'a terrifiée plus que n'importe quelle dispute. Quand elle est finalement apparue,
je n'ai pas levé les yeux. Je l'ai entendu entrer, le doux frottement de ses chaussons contre le bois, mais je ne lui ai pas accordé le contact visuel qu'elle cherchait désespérément. Je me suis assis sur le canapé, l'ordinateur portable ouvert, lisant des annonces d'appartements dans le New Hampshire cette fois. Je n'étais pas sûr d'y déménager, mais j'aimais les noms des villes. Ils sonnaient paisibles, propres, intacts. Elle est restée debout devant moi pendant près d'une minute entière avant de parler. Tu en fais trop. J'ai laissé échapper le plus petit rire, sans souffle. Il était sec et court, et j'ai eu l'impression qu'il ne venait même pas de ma gorge, plutôt comme s'il s'était échappé sans ma permission. J'ai fermé lentement l'ordinateur et je l'ai regardé, et pour la première fois, je ne me suis pas senti blessé. Je me suis senti fatigué, complètement épuisé. Je ne réagis pas du tout, ai-je dit. C'est ça qui te ronge de l'intérieur. Elle a cligné des yeux comme si elle ne comprenait pas. Mais elle comprenait. Je pouvais le voir dans la façon dont son menton est légèrement tombé. Dans la façon dont elle a croisé les bras, non pas pour affirmer son contrôle, mais pour se protéger. Sa voix a un peu tremblé quand elle a repris la parole. Alors c'est tout. Une soirée et tu en as fini. Non, Ramona, ai-je dit doucement. Tu en as fini il y a longtemps. J'ai juste été le dernier à m'en rendre compte. Elle s'est assise dans le fauteuil d'en face, repliant une jambe sous elle comme elle le faisait quand nous nous blottissions pour regarder des films. J'ai presque frémi à ce souvenir. Elle a regardé autour d'elle dans la pièce comme si elle ne l'avait pas vu depuis des années, comme si elle essayait de se souvenir de ce que nous étions avant qu'elle ne commence à se déconnecter, pièce par pièce. Ça ne signifiait rien, dit-elle soudain, un peu trop vite. Le rendez-vous. C'était un dîner. Quelques verres. On a juste parlé. C'est pire, ai-je répondu sans hésiter. Tu as donné à quelqu'un d'autre les parties de toi qui m'appartenaient autrefois. Et tu les as données volontairement. Elle a pincé les lèvres. Elle a détourné le regard. Je n'ai pas couché avec lui. J'ai failli la remercier pour la clarification, mais à la place, je me suis penché en avant, posant les coudes sur mes genoux, la regardant droit dans les yeux pour qu'elle ne puisse pas échapper à l'instant. La partie physique, je m'en fiche, ai-je dit. Ce n'est pas ça qui nous a brisés. Ce qui nous a brisés, c'est que tu as décidé que tu avais besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir à nouveau vivante et que tu n'as même pas pris la peine de me le dire. Tu voulais de nouveaux yeux sur toi. Quelqu'un qui ne verrait pas la version de toi avec des cernes et des épaules froides et des vêtements sales de 3 jours. Tu voulais te sentir nouvelle. Je comprends. Mais tu n'as pas eu le courage de partir avant de chercher cette sensation. Elle a secoué la tête, les yeux se remplissant, mais aucune larme n'est tombée. J'étais seul aussi, Neil. Ça a frappé plus fort que tout. Je sais, ai-je dit. Et au lieu de te tourner vers moi, tu t'es tourné vers quelqu'un qui ne connaît même pas ton deuxième prénom. Je me suis levé, en prenant l'ordinateur. Tu n'as pas à partir ce soir. Je ne te mets pas dehors. Mais je partirai dans 2 jours. Je laisserai les clés sur le comptoir. Tu peux garder la maison. Garde les chats. Garde la version de toi-même que tu aimes le plus. Où est-ce que tu vas? Je ne sais pas encore. Quelque part de froid. Quelque part d'honnête. Elle m'a regardé alors, les yeux écarquillés, désespérée. Tu le fais vraiment? J'ai hoché la tête. Tu l'as déjà fait. Je ne fais que rattraper mon retard. Et sur ce, je suis passé à côté d'elle, dans le couloir, et je suis retourné dans la chambre d'amis. Je n'ai pas fermé la porte. Je l'ai laissée juste assez ouverte pour qu'elle voie que je ne me cachais pas. Je ne boudais pas. J'en avais simplement fini. Cette nuit-là, elle n'est pas venue au lit. Je l'ai entendue dans le salon, silencieuse, immobile. Pas de télévision, pas d'appel, juste le son d'une femme qui réalisait enfin que ce n'était plus elle qui avait le contrôle. Pas parce que j'avais crié, pas parce que je l'avais punie, mais parce que je m'étais choisi moi-même plutôt que les décombres qu'elle avait laissés derrière elle. Elle avait eu son rendez-vous, mais mon silence, mon calme, c'était la destruction qu'elle n'avait jamais vue venir. Elle a à peine dormi cette nuit-là. Je pouvais l'entendre arpenter la maison à intervalles irréguliers, ouvrir des tiroirs, vérifier son téléphone, s'arrêter devant le réfrigérateur comme si elle cherchait quelque chose pour combler le vide. Mais la faim qu'elle avait n'était pas physique.
C'était de ce genre désespéré, qui vous creuse. Le genre qui commence quand vous réalisez que l'euphorie que vous poursuiviez avait pour prix tout ce qui vous apportait autrefois de la stabilité. Je n'ai pas bougé du lit d'Amy. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je ne lui ai pas demandé si elle allait bien. Cette partie de moi s'était tue. Non pas par vengeance, mais parce que la partie de moi qui se souciait de savoir si elle avait froid ou chaud, faim ou était rassasiée, si elle était dans le besoin ou évitante, s'était finalement engourdie. À l'aube, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle était partie. Pas de mots. Pas d'explication. Elle a pris ses clés de voiture et a disparu. Je ne l'ai pas poursuivie. À la place, je me suis préparé une tasse de café et je me suis assis sur le porche arrière avec une couverture, regardant la lumière grise s'étendre dans le ciel comme une seconde chance. Pendant quelques instants, j'ai imaginé une vie où je ne l'avais pas rencontré cette première année d'université, où je n'étais pas tombé amoureux de l'idée de réparer quelqu'un qui n'avait jamais demandé à être sauvé. Je me suis demandé qui j'aurais pu devenir sans que son orbite me dévie de ma propre voie. À midi, j'avais envoyé la version finale de ma demande de mutation à mon responsable. J'ai joint une photo du poste vacant dans le Vermont et leur ai dit que j'étais intéressé. Pas pour une promotion, pas pour un titre, juste pour la tranquillité. J'ai fait 2 valises, rien de sentimental, pas de photos encadrées, pas de lettres d'anniversaire, juste des vêtements, des documents et le seul livre qu'elle n'a jamais touché, les choses que nous laissons derrière nous. Je l'ai emballé par ironie. Ou peut-être que j'avais juste besoin de quelque chose pour prouver que j'avais pensé à partir bien avant qu'elle ne me pousse à le faire. Elle est revenue à 15h17. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge. J'ai entendu la porte s'ouvrir lentement, non pas comme quelqu'un qui rentre chez soi, mais comme quelqu'un qui retourne sur les lieux d'un crime. Elle est entrée et s'est figée en voyant mes valises près de la porte. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle avait préparé un discours. Mais je ne lui ai pas laissé l'espace pour le jouer. Je pars demain, ai-je dit sans me lever. Tu n'as rien à dire. Tu n'as même pas besoin de comprendre. Sa voix s'est brisée sur la première syllabe. Je ne suis pas allé le voir. J'ai levé les yeux. Son mascara était légèrement bavé. Ses yeux gonflaient. Elle n'avait pas pleuré devant moi depuis plus d'1 an, peut-être plus. Elle disait toujours que les larmes étaient une manipulation émotionnelle. J'avais l'habitude de la croire. Maintenant, je savais que non. Les larmes ne signifiaient rien à moins d'être suivies de responsabilité. J'ai tourné en voiture, a-t-elle poursuivi. Je suis resté assise sur un parking pendant des heures. Je n'arrêtais pas de penser à qui j'étais avant d'arrêter d'essayer. Je n'aimais pas cette personne, mais je n'aime pas cette version non plus. Je ne te l'ai pas demandé, ai-je répondu doucement, parce que ça n'a plus d'importance. Elle a fait un pas en avant. Je ne l'ai pas embrassée. Je ne l'ai même pas appelée. Neil, je te crois, les jeux interrompus, mais je ne peux toujours pas rester. Son visage s'est un peu effondré, comme si je lui avais donné la réponse qu'elle ne voulait pas, mais qu'elle savait mériter. Et honnêtement, je pense que ça l'a plus brisé que si je lui avais crié dessus, parce que crier aurait signifié que je me battais encore. Ça, c'était de l'acceptation. J'ai fait une erreur, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit, tu as pris une décision, à plusieurs reprises. L'erreur a été de penser que je serais toujours là quand tu reviendrais. Elle s'est affalée sur la chaise en face de moi et a enfoui son visage dans ses mains. Je ne l'ai pas rejointe. Je ne lui ai pas offert de réconfort. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites, regarder quelqu'un que j'aimais se briser et ne pas la secourir. Mais ce n'était pas de la cruauté. C'était de la survie. Je l'avais secouru pendant plus d'1 décennie. De sa tristesse, de son ennui, de sa culpabilité, de son silence. Et quelque part dans ce processus, je m'étais noyé dans ma propre absence. Je ne veux pas te perdre, dit-elle finalement. C'est déjà fait, ai-je répondu. La nuit où tu as choisi de me traiter comme un remplaçant, quand tu as prononcé les mots « j'ai un rendez-vous » sans même scier. Elle a secoué la tête, ses cheveux tombant sur son visage. J'ai été stupide. Tu as été égoïste, ai-je corrigé. Et je t'ai laissé faire. Elle a levé les yeux, rouge, le nez qui coule. La femme qui se tenait autrefois fièrement au-dessus de moi semblait maintenant se dissoudre juste devant moi.
Je voulais de toutes mes forces remonter le temps, réparer ça. Le recoller avec des mots gentils et des mains douces, mais je ne pouvais pas, parce que maintenant, chaque fois qu'elle me toucherait, je me demanderais où était son esprit. Chaque fois qu'elle sourirait, je me demanderais si c'était pour quelqu'un d'autre. Je t'aime, dit-elle doucement. Et cette fois, je ne l'ai pas cru, parce que si l'amour était réel, il aurait parlé plus tôt. Le matin de mon départ, la maison était silencieuse. Pas de porte qui claque, pas de cris, pas de larmes, juste le calme, celui qui s'installe après une longue et lourde tempête. J'avais fait mes valises la veille, les avais fermées et les avais laissées près de la porte comme des signes de ponctuation d'une histoire déjà terminée. Je n'attendais pas d'adieu de sa part. Je n'en avais pas besoin. Mais quand je suis entré dans le couloir, mon manteau sur le dos et les clés de la voiture à la main, je l'ai trouvée déjà réveillée, assise dans la cuisine, pieds nus, tenant une tasse que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas une des nôtres. C'était peut-être ça, l'idée. Elle m'a regardé comme si elle voulait parler, mais rien n'est sorti. J'ai soutenu son regard pendant un long moment, assez longtemps pour reconnaître tout ce que nous avions été et tout ce que nous n'étions plus. Puis je lui ai fait le plus petit des hochements de tête, pas de colère, pas de ressentiment, mais de libération. J'ai ouvert la porte d'entrée. Et puis, juste au moment où j'allais partir, elle a murmuré les derniers mots que j'ai entendus d'elle. Merci de ne pas me détester. Je n'ai pas arrêté de marcher. Je n'ai pas regardé en arrière. Mais dans ma poitrine, quelque chose s'est détendu. Le trajet vers le Vermont a été long mais paisible. Je n'ai pas écouté de musique. Je n'ai pas répondu aux appels. J'ai juste conduit à travers des villes aux noms que je ne pouvais pas prononcer, passant devant des lacs gelés, des champs tranquilles et des cafés avec des enseignes auxquelles il manquait des lettres. Je suis arrivé dans un petit chalet de location à la périphérie d'une ville appelée Renbrook. Ce n'était pas grand-chose, une seule pièce, des planchers qui craquaient et un radiateur qui gémissait comme s'il détestait être réveillé. Mais c'était à moi. L'air semblait pur. Mes pensées semblaient plus légères. Et pour la première fois depuis des années, je ne nageais pas à contre-courant dans une maison qui coulait. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai recommencé à écrire. Pas pour le travail, pour moi. Juste de petites pages de pensée, d'observation et de réflexion. Je marchais chaque matin juste pour entendre mes propres pas. Je cuisinais des repas simples. Je dormais sans crainte. Et lentement, la douleur s'est estompée. Je ne l'ai pas remplacée. Je n'ai pas cherché quelqu'un d'autre. Je n'étais pas guéri, mais je guérissais. Et dans cet espace calme entre ce qui a fait mal et ce qui vient après, j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais avant de me plier en deux pour empêcher quelqu'un d'autre de se briser. Je ne sais pas où elle est maintenant. Peut-être qu'elle est restée dans la maison. Peut-être qu'elle a déménagé. Peut-être qu'elle a trouvé ce qu'elle pensait vouloir. Je ne la déteste pas. Je ne l'ai jamais fait. Mais je comprends enfin que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous éloigner. Pas pour punir. Pas pour prouver quelque chose, mais pour protéger les parties de vous-même que vous avez passé trop de temps à donner. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti comme un fantôme dans votre propre relation, invisible, sans importance, attendant constamment d'être choisi, je veux que vous sachiez ceci. Votre silence ne signifie pas que vous êtes faible. Et votre départ ne vous rend pas cruel. Cela signifie simplement que vous avez enfin recommencé à écouter votre propre voix. Merci d'avoir été avec moi tout au long de cette histoire. Si quelque chose en elle vous a rappelé votre propre vie, peut-être un moment, une décision ou un tournant, laissez-le dans les commentaires. J'adorerais savoir comment vous avez trouvé votre force ou comment vous la cherchez encore. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à Reddit Confessions, où les histoires vraies trouvent de vraies voix. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Vous valez plus que vous ne le pensez.